Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde et à cette première édition de la journée IMT sur le handicap, un événement majeur pour notre groupe d'école pour sensibiliser nos collaborateurs, nos étudiants et nos partenaires aux enjeux en fait, de l'inclusion et de l'accessibilité, tout en renforçant également notre engagement à promouvoir une culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation. Je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'IMT et nous avons aujourd'hui donc 1h30 pour aborder un sujet important pour les entreprises comme pour l'ensemble de notre société, qui est celui de l'entreprise inclusive ou comment déterminer les stratégies pour gérer le handicap dans le monde du travail. Alors avec nos différents invités qui vont se présenter rapidement, nous allons donc vous proposer d'en savoir plus sur ce que les entreprises créent et mettent à disposition de leurs collaborateurs pour faire la promotion de ces talents, de ces compétences qui sont sur d'autres profils et qui sont en l'espèce les personnes en situation de handicap, parce que intégrer ce type de profil, eh bien, ça ne s'improvise pas. Il y a des démarches, des modalités pratiques qu'avec l'ensemble de nos invités, nous allons simplement découvrir. Alors, avant de démarrer cette table ronde, j'invite déjà ceux qui nous ont rejoints à distance à utiliser sur leur écran l'onglet questions-réponses et au fur et à mesure que nos invités vont commencer à proposer et à nous donner un petit peu le contenu de leur présentation, à nous poser les questions de manière à ce qu'en fin d'émission, nous puissions rapidement pouvoir les leur soumettre et que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Alors, sans perdre plus de temps, je vais donc commencer par accueillir l'ensemble de nos participants et chacun va se présenter. Le premier d'entre eux, c'est Quentin Lambert. Bonjour. Bonjour Quentin. On vous écoute sur qui vous êtes et pour quelle organisation vous travaillez. Alors Quentin Lambert, moi je suis directeur général adjoint de la Fondation AMIPI, en charge actuellement de sa transformation. Et donc c'est une entreprise adaptée qui se situe dans le Grand Ouest C'est une entreprise adaptée qui se situe dans le Grand Ouest avec 6 usines dans le Grand Ouest et on vous en dira plus un peu plus tard. Tout à fait, merci beaucoup. Nous accueillons également Séverine Baudouin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir répondre à l'invitation de l'IMT aujourd'hui parce que c'est un jour important et donc je suis directrice adjointe du FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous sommes un établissement public qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Pour nous situer un peu, on va dire les cousins de la GFIP. Donc notre objectif, c'est à la fois de recouvrir les contributions des employeurs publics qui n'atteignent pas les 6% d'obligations d'emploi au sein de leurs effectifs. Et avec le recueil de ces contributions, nous accompagnons ces mêmes employeurs publics pour qu'ils insèrent dans l'emploi des personnes en situation de handicap, pour qu'ils les maintiennent, et nous accompagnons aussi des formations du collectif de travail. Merci beaucoup Séverine. Jean-Marc. Bonjour à tous. Vous pouvez parler, le micro est ouvert, normalement. Et c'est ouvert. Bonjour à tous, donc merci de cette invitation. Président bénévole de la fondation qui est scientifique et industrielle reconnue d'utilité publique AMIPI, qui a 6 usines apprenantes et inclusives, essentiellement dans l'ouest de la France et également dans la région centre. C'est à peu près 900 personnes au total et Quentin Lambert est le directeur général adjoint en charge des opérations. Merci beaucoup. Nous passons à Yenny Gors. Bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc en effet, je m'appelle Yenny Gors et je suis responsable de Y&Co, les catalyseurs de l'inclusion, donc une société que j'ai créée pour accompagner aussi bien les entreprises que les acteurs du type associatif ou fondation pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap au travail. Merci beaucoup Yenny. Et on passe à Catherine Petrovic. Bonjour à toutes et à tous. Catherine Petrovic, je suis la directrice de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de la qualité de vie et des conditions de travail chez Siemens France.
Donc Siemens France est un leader technologique dans les domaines de l'industrie, de l'infrastructure, de la mobilité et notamment de la e-mobilité et également de la santé. Donc nous avons à peu près 6000 personnes en France, 4 usines et environ 21 sites de R&D. On fait principalement de la R&D en France. Merci beaucoup Catherine et nous passons donc à Nicole Coudert. Alors bonjour à tous. Donc Nicole Bardou, je suis présidente d'une association qui a été créée il y a plus de 15 ans, qui est en charge de l'aide aux neuroatypiques, aussi bien pour l'aide au diagnostic que pour la prise en charge des enfants afin que les aidants puissent souffler. Merci beaucoup Nicole. Et on va démarrer très vite par Séverine Baudouin qui, en guise d'introduction, va un peu nous présenter ce que fait son organisation et quels sont également déjà aussi les leviers que vous mobilisez pour promouvoir aussi cette inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, au FIP, nous travaillons, vous l'avez compris, pour le secteur public. Hein. On est vraiment tourné vers ce secteur-là, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale, donc avec des approches et des métiers très différents. Notre objectif, c'est de promouvoir l'insertion des personnes en situation de handicap, mais pas uniquement. On parle aussi de maintien. On parle d'actions de sensibilisation et de formation pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour le collectif de travail, parce que je pense qu'on va redire ça beaucoup cet après-midi, mais il est vraiment important que les personnes en situation de handicap qu'on accompagne se sentent bien dans leur environnement de travail, et ça passe évidemment bien souvent par la sensibilisation des collègues, des managers, pour pouvoir réunir les conditions optimales pour l'accueil. Notre principe d'intervention, il est fondé sur la compensation, c'est-à-dire que nous intervenons dès lors que tous les autres moyens ont été mobilisés. Donc tout ce qui est aménagement de poste responsable, évidemment, doit être mis en avant avant même que nous soyons saisis au FIP. Donc la manière dont nous intervenons, elle passe par plusieurs canaux. Donc, notamment auprès des employeurs publics. Nous avons notre catalogue des interventions du FIP. On a une 40aine d'aides aujourd'hui qui sont mobilisables par les employeurs. Ça va des aides techniques. On peut financer assez basiquement des fauteuils ergonomiques, mais ça peut être aussi des appareils plus complexes qui vont être facilitants pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi des aides humaines quand il y a un besoin qui est avéré. Et donc ce catalogue, c'est une porte d'entrée vers les aides du FIP, mais nous avons aussi une autre modalité de travail avec les employeurs que nous affectionnons particulièrement. Alors il faut déjà avoir une taille critique, il faut avoir plus de 600 agents pour bénéficier de cette modalité, mais c'est la convention. Donc la convention, on la signe sur une durée de 4 ans avec un employeur public. On lui demande de mobiliser des fonds et nous, en parallèle, on mobilise à peu près les mêmes montants. On fait ça sur du 50-50. En fonction du nombre d'agents au sein de cet employeur public, on va pouvoir avoir des montants qui vont être assez élevés. Et on demande à cet employeur d'inscrire dans le temps un plan d'action sur le sujet du handicap et de le construire à l'interne avec les organisations syndicales. Donc c'est vraiment notre modalité préférée, si je puis dire, d'intervention, parce que ça veut dire que tout le monde s'investit chez l'employeur public autour de ce sujet. Donc on a une exigence, c'est qu'il y a un référent handicap qui soit présent au sein de cet employeur public. Et on a aussi une exigence sur la mobilisation politique, si je puis dire, de l'employeur, parce qu'on le sait, même si on a un référent handicap qui est une fabuleuse cheville ouvrière pour conduire le plan et qui connaît bien les personnels et qui sait les accompagner, s'il n'y a pas une volonté politique au plus haut niveau, il se passe malheureusement pas grand-chose. Donc voilà ce que nous attendons. Et notre manière de travailler, elle est aussi un peu spécifique par rapport à la GFIP, c'est-à-dire que nous accompagnons les employeurs. Les employeurs sont nos interlocuteurs uniques. On ne finance pas d'aide à nos bénéficiaires finaux, qui sont les personnes en situation de handicap, mais on estime qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'accueillir et d'accompagner correctement son agent. Pour ça, nous, on va donner des moyens, mais nous, notre interlocuteur, c'est vraiment l'employeur public qui doit faire ce travail. Très bien. Et alors, je crois également, parce qu'on en a parlé ensemble, vous avez un gros chantier sur tout ce qui est accessibilité numérique.
Absolument. Alors donc je vous laisse aussi un petit peu nous présenter cette initiative. On s'est mobilisé au FIP depuis plusieurs années sur le sujet de l'accessibilité numérique. Alors ce qui a été, je pense, un élément déclencheur, c'est le confinement, puisqu'on s'est rendu compte à ce moment-là que cette question se posait très fortement, avec des choses qui peuvent paraître assez basiques, mais quand on a un logiciel sur lequel on travaille, qu'on est en situation de handicap, parfois on va avoir besoin de faire appel à une tierce personne parce qu'on est malvoyant et qu'il y a un captcha qui est mal placé au début de l'usage de ce logiciel et qui va empêcher la personne d'utiliser l'application. Et du coup, je pense qu'on a mis de côté pendant le confinement beaucoup de gens qui auraient pu travailler si on avait eu des logiciels accessibles. Alors on est un petit peu aidé par la réglementation, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les sites internet publics vont être sanctionnés s'ils ne se mettent pas dans les meilleures conditions pour l'accessibilité numérique. Et donc nous, on a un peu surfé aussi sur cette opportunité pour se dire comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les employeurs publics pour qu'ils mettent à jour tous les outils. Donc ça peut être des applications, ça peut être des intranets, ça peut être des logiciels, pour que leurs outils soient tous accessibles et qu'on ne laisse pas de côté des personnes qui ne pourraient pas accéder à l'outil ou même qui pourraient être freinées dans leur carrière parce qu'on leur demanderait, dans une évolution de carrière, d'utiliser un nouvel outil qui n'est pas accessible. Alors c'est un chantier qui est extrêmement difficile. Alors on a des spécialistes au niveau de l'État dans nos ministères. Et moi je me souviens qu'assez naïvement, quand j'ai posé la question de par où on peut commencer pour conduire le chantier, j'ai eu une réponse qui m'a un peu surprise, mais je pense que c'était la bonne. On m'a dit on commence un peu par où on veut parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui soit accessible dans nos outils. Rien n'est 100% accessible, donc il faut vraiment avoir une approche ambitieuse. Donc nous au FIP, on est tout petit, on est très agents, donc vous l'imaginez bien, on n'a pas la ressource pour travailler sur l'accessibilité numérique. En revanche, on a su s'entourer d'experts. Donc c'est des personnes qui travaillent à la direction du numérique de l'État, qui sont très mobilisées sur cette question de l'accessibilité numérique. Ça a été aussi beaucoup travaillé dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Ça a été vraiment une priorité forte qui a été donnée. Donc on a essayé de construire une méthode et nous, on propose des fonds à des organismes qui seraient volontaires pour faire des travaux de mise en accessibilité. Donc je parlais de la direction du numérique de l'État, on les a financés sur une convention importante de 5 millions d'euros par an pour à la fois mettre en accessibilité des outils existants, mais aussi construire des communs numériques. Alors là, ça va être essentiellement au bénéfice des collectivités territoriales, mais on a monté des appels à projets. Donc on attend que des collectivités territoriales viennent avec des propositions. Par exemple, elles veulent construire leur SIRH. Eh bien, on va les aider. On va créer cet outil. Il sera entièrement accessible et c'est beaucoup plus facile d'avoir un outil qui soit nativement accessible plutôt que de le corriger une fois qu'il existe. Donc, en ce sens, on travaille avec la DINUM pour faire émerger ces projets et ensuite les financer. Alors évidemment, ça c'est des choses qui sont assez palpables, assez concrètes, mais on a aussi déployé tout un programme d'information, de formation, de sensibilisation, parce qu'il faut que ce sujet de l'accessibilité numérique devienne l'affaire de tous. Et c'est un petit peu un sujet qui peut paraître obscur, et tant qu'il n'est pas concret, on ne s'en empare pas forcément. Donc on a aussi cet enjeu-là de faire connaître cette ambition sur l'accessibilité numérique, de la porter. Et là, on est en train d'élargir le spectre de nos partenaires. Donc, on travaille avec le GIP, qui gère les solutions informatiques pour les universités, qui s'appelle l'AMU. Là, on vient de signer une convention durant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc là, même chose, on s'engage. Là, c'est plus des mises en accessibilité d'outils qui existent. Il faut savoir que quand on a commencé à travailler avec l'AMU, ils avaient déjà cette ambition qui était portée à l'interne, très forte. Ils avaient déjà réalisé un audit sur leurs priorités. Donc voilà, on travaille petit à petit parce qu'on n'aura pas une solution 100% accessible tout de suite, mais on se donne des objectifs sur 3-4 ans. Et on peut le faire aussi avec des employeurs publics qui ont une taille critique, qui sont volontaires pour le faire, sans forcément passer par des partenaires. Et on peut aussi leur proposer d'avoir une association qui va les aider, qui connaît le sujet. Et même parfois, pourquoi pas, ça c'est quelque chose qu'on affectionne aussi tout particulièrement au FIP, c'est de revenir vers les éditeurs pour leur dire « vous nous dites que votre outil est accessible, or nous, quand on travaille avec nos panels utilisateurs en situation de handicap, c'est pas vrai, c'est pas accessible ». Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir cet effet levier en direction des éditeurs pour s'améliorer ? Parfait. Merci beaucoup, en tout cas Séverine, pour votre intervention. Sans tarder, on passe directement à la Fondation AMIPI et
à son président Jean-Marc Richard. Alors Jean-Marc, vous êtes de plein pied dans les enjeux finalement d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap parce que vous êtes un acteur aussi de la vie économique à travers votre réseau de 6 écoles. Et sans perdre de temps, j'attaquerai tout de suite en vous demandant, vous qui développez un modèle d'entreprise apprenante, pourquoi apprendre et inclure finalement pour vous, c'est la même chose? C'est la même chose parce que je vais peut-être... donc nous, on ne va jamais parler de handicap, on va parler de personne. Hein. On va parler de l'autre et on va surtout, je vous expliquerai très rapidement pourquoi, parler de cette relation qui sera apprenante ou qui ne le sera pas. En fait, donc on a d'abord 6 usines. Pourquoi? Parce que le cerveau se fabrique en fabriquant. Point très important, les pathologies qu'on a à soigner, autrefois c'était de la trisomie, aujourd'hui ce sont essentiellement des maladies psychiques. Il y en a beaucoup de gens qui ont soit des bipolarités, soit des schizophrénies, soit des autismes également. Et donc, on va concevoir notre organisation en apprentissage. Pourquoi? Parce que le cerveau se développe en fait par les périphéries. Dans les périphéries, vous avez la vision, vous avez l'ouïe, vous avez bien sûr l'odorat, la bouche, la parole. Mais vous avez un sens qui est très peu utilisé en France, c'est un vrai drame, c'est la main. Quand vous alliez tous ces sens et que vous transformez votre organisation en apprentissage et non pas en succession de tâches, vous développez des nouvelles synapses, de nouvelles connexions synaptiques. Donc ça, maintenant, c'est bien connu, c'est bien maîtrisé. Ça s'appelle la plasticité du cerveau. Donc on va capitaliser là-dessus. Et Quentin va bien vous expliquer. En fait, on va faire en sorte que la même personne développe simultanément des bons produits, puisque Quentin va en parler. Je vais lui donner tout de suite la parole. Et puis après, je reviendrai sur le deuxième savoir-faire pour répondre à votre question. Ok, ça marche. Alors, parole à Quentin. Alors. Donc effectivement, le point clé de la Fondation, c'est ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire qu'à la fois, on est une entreprise industrielle où on a des pièces à livrer à différents clients dans différents secteurs, et à la fois, on est une usine apprenante où effectivement, nos opérateurs doivent, à travers l'outil industriel, à travers les postes adaptés, progresser. Et donc, contrairement à une industrie classique qui va effectivement enchaîner des tâches, on est plutôt sur, et c'est ça qu'on appelle la dualité, un poste de travail qui est étudié pour que la mémoire, le différents sens, comme par exemple la vision dans le 3D, la vision dans l'espace, la dextérité, le travail de minutie, l'aspect d'autocontrôle est très important pour nous pour qu'effectivement, à la fois la personne fabrique un bon produit et à la fois crée des synapses. Et donc on évite un maximum que nos opérateurs et opératrices travaillent en mode ce qu'on appelle automatique et ils sont obligés d'être en mode réfléchi. Et on a 3 critères d'évolution individuelle de notre personnel. C'est un critère de rendement, et contrairement à une entreprise classique où on cherche effectivement une efficience quasi à 100%, nous on est plutôt aujourd'hui à 70% d'une norme classique. Et quand une personne arrive à 80-90%, c'est-à-dire qu'elle maîtrise son poste. Et à ce moment-là, elle a 2 choses à faire. C'est d'une part transmettre, elle transmet à une nouvelle personne qui va acquérir le poste, la transmission, et après elle va vers un autre poste plus compliqué, avec plus d'autonomie, avec plus de complexité, pour ensuite avoir un parcours. Et l'objectif statutaire de la Fondation, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils ont assimilé une sorte de parcours individuel, qui les mette aussi en confiance, c'est qu'ils puissent rejoindre le milieu ordinaire. Et on a un dispositif assez sécurisé qui s'appelle 1, 2, 3 insertion, où les opérateurs, après, rejoignent le milieu ordinaire dans différents secteurs d'activité en fonction des bassins d'emploi dans lesquels on est. Alors, ça me permet de faire le lien avec le deuxième savoir-faire. Le deuxième savoir-faire, c'est un neuropsychiatre, Jean-Michel Ougourian, qui nous en a donné l'intuition. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique, la psychologie du désir mimétique. En fait, pourquoi je parlais de personne et de l'autre, ou qu'est-ce qu'un problème et comment on le solutionne? En fait, les personnes apprennent sans le savoir parfois, d'un autre, qui est un modèle qu'on appelle, nous, apprenant et inclusif. Pourquoi? Parce que cette façon de... Si vous voulez inclure, il va falloir apprendre. Et si vous apprenez, il va falloir aussi inclure. C'est-à-dire, il faudra quitter son poste. Dans la psychologie mimétique, il y a un phénomène qui est assez intéressant. D'abord, on ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont une compétence. Donc, si vous voulez être modèle, d'abord, c'est à votre insu.
ça vous confère une très grande modestie dans votre existence, puisque en fait, cette compréhension de la psychologie mimétique fait qu'en fait, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est un postulat qu'il faut bien comprendre. Et donc, pour que nos opérateurs évoluent, déjà, on en recrute 50 à 100 par an, donc c'est déjà la première inclusion, mais ensuite, pour que, et Quentin l'a bien expliqué, leur parcours, et ensuite, pour pouvoir quitter, c'est qu'eux-mêmes vont le décider. Ils ont décidé chez nous, il n'y a pas de raison qu'ils partent, il n'y a aucune obligation. En revanche, c'est leur intérêt, c'est leur curiosité, le fait qu'ils vont acquérir cette fameuse compétence d'autres personnes qui vont les attirer. Ensuite, il faut de la bienveillance, il faut le désir de transmettre. Ça, c'est qu'une qualité qu'on va véritablement rechercher chez les personnes qui travaillent chez nous. Et le troisième et le quatrième point, qui est à mon avis le gros problème de la société, quelle qu'elle soit, en France en particulier, et chacun va le comprendre, c'est le poison de la rivalité. En fait, quand vous mettez le poison de la rivalité, qui se répand tout seul, parce que l'envie est quelque chose de commun, en fait, l'humain, moi, c'est un peu mon expérience, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut créer des organisations qui permettent d'élever les gens si on veut inclure. Eh bien, si le poison de la rivalité se développe, la société ne peut plus être apprenante. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on a observé, puisqu'on est une organisation expérimentale, comme je le disais, scientifique mais expérimentale. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait toujours intéresser les gens. Personnellement, je pose 3 questions aux gens quand je vais me balader dans les usines. C'est pour tester, c'est qui est votre hiérarchique, autrement dit, avec qui vous discutez par rapport à votre propre poste. Deuxièmement, de qui apprenez-vous ? Et troisièmement, quel est votre POC ? Qu'est-ce que dans votre intérieur, vous avez envie de planifier, d'organiser et éventuellement de contrôler ? Parce que c'est ça qui va être aussi très intéressant. On va développer, on va utiliser la technologie de manière assez intuitive. On va l'utiliser pour que les gens s'auto-évaluent. Et non pas qu'il y ait quelqu'un derrière qui passe son temps à évaluer les gens. Et donc les gens vont apprendre comme ça, vont se développer. Et on a franchement des résultats très étonnants. Et c'est ça qui est un peu la bonne nouvelle, parce qu'on vient de sortir une nouvelle usine à Cholet, une ville qui peut être sinistrée, puisqu'on a annoncé en même temps la fermeture d'une usine de 1000 personnes sur une ville de 50 000 habitants. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Et donc forcément, cette vision qu'on a, on aimerait la partager avec beaucoup d'organisations. Et Yenny, d'ailleurs, il travaille avec nous. Voilà. Merci. Vous pouvez repasser. Quentin a le micro. Alors, du coup, vous avez développé des outils, une approche particulière, notamment basée aussi sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer à quoi, effectivement, ça ressemble et comment ça marche ? Donc, effectivement, depuis 2 ans, on est en train de digitaliser l'ensemble de nos usines. On appelle ça des UPAI, donc usines de production, d'apprentissage et d'insertion. Et l'objectif, c'est que l'opérateur soit acteur de son parcours. Donc, 2 choses. On a fait un partenariat avec une scientifique sur aussi le rôle de la confiance en soi. Et après, on a mis en place des outils digitaux sur les postes, sur le poste de travail, qui permet à l'opérateur de voir sa progression en direct. D'une part, en direct quotidiennement, mais aussi dans le temps. Sur 3 critères de performance. Donc, l'efficience. Il a un objectif qui est individualisé en fonction de lui-même. L'objectif, c'est pas... et ça, M. Richard l'a très bien dit, l'objectif, c'est pas d'être meilleur que le voisin, c'est d'être meilleur que soi la veille. Et donc, il progresse au fil de l'eau. Sur les enjeux qualité, on est essentiellement... Donc 80% de nos effectifs travaillent dans le secteur automobile pour fabriquer les faisceaux des véhicules, surtout des marques Stellantis et Renault. Et donc, l'enjeu qualité est primordial et l'exigence de nos clients est primordiale aussi pour la faculté de progression de nos opérateurs. Et le 3e critère, c'est la polyvalence et l'autonomie. Et pareil, donc l'opérateur peut, sur son parcours digital, voir combien de postes il a fait dans les 6 derniers mois, combien de postes il a occupé dans l'année 2024 ou 2023, pour voir vraiment sa progression. Et cette progression qu'il a, au lieu que ce soit le manager qui l'ait, ça émane chez lui aussi une sorte de confiance. Et ce qui a été vraiment fulgurant ces dernières années, grâce à ces parcours de confiance en soi et digital, c'est que 90% des effectifs qui sortent, il y en a à peu près 30 à 40 qui sortent tous les ans dans le milieu ordinaire, 90%, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes voir leur manager et dire « ça y est, je me sens prêt, il faut qu'on arrive à faire un parcours d'insertion ». Voilà. Et c'est ça qui a beaucoup changé, c'est vraiment comment ils deviennent acteurs de leur parcours d'insertion.
Et juste par curiosité, vous savez combien finalement vous formez de personnes en situation de handicap qui finalement vous quittent pour aller finalement dans une entreprise, on va dire, normale. On a 2 usines où on a parcours. plus de 50% des gens qui nous ont quittés et qui sont rentrés, là je parle par rapport à 2014, et donc c'est Cholet, c'est Le Mans. Voilà, il y en a d'autres, c'est un peu moindre, mais les chiffres, c'est des statistiques. Mais en tout cas, c'est un modèle, nous, on est subjugués par les résultats qu'on a. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous voulez, une des choses qu'on veut dire aussi, d'où cette présence dans une école d'ingénieurs, c'est que quand vous faites une organisation apprenante, vous donnez des moyens aux gens de se défendre, vous voyez. Et j'ai envie de le dire à ceux qui veulent, qui n'ont peut-être pas le choix, mais vous n'annoncez pas à des gens... On ferme une usine de 1000 personnes sans avoir réfléchi avant à toutes les conséquences. Et vous devez essayer de rendre ces organisations apprenantes et inclusives. C'est pour ça que vous comprenez que le sujet, c'est pas le handicap. Le sujet, c'est comment on organise la vie en société. Et là, on a beaucoup de choses à apprendre. On a un livre qui est sorti, qui est Le travail qui guérit. Il a été traduit également en globish, comme on dit, Work That Heals. Et pourquoi ? Parce que ça intéresse énormément d'organisations, n'est-ce pas, Yeni, de voir qu'en fait, c'est l'organisation du travail qui est en jeu. Et c'est comme ça que les entreprises, on a créé AMIPI, Conseil et Formation, de façon à ce que les entreprises elles-mêmes adoptent cette pédagogie pour pouvoir rendre leurs activités beaucoup plus inclusives. Vous voyez, tout est lié. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a est-ce qu'on va ensemble être un peu plus intelligents, utiliser les technologies, certes, mais surtout cette relation qui façonne l'humain ou pas. Et donc, je vous recommande la lecture du livre « Le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la société ». C'est pas moi qui l'écris, on y a coopéré, mais c'est le professeur Jean-Michel Ougourian. Ouais. Très intéressant en plus comme ouvrage, je l'ai lu, je le recommande. Je l'ai sur moi, vous inquiétez pas. Vous pouvez. Alors on va, merci en tout cas Quentin et Jean-Marc. De toute façon, on laissera nos auditeurs également vous revenir vers vous s'ils ont des questions. Mais on va passer à notre intervenante à distance parce que nous ne sommes pas que en présentiel et on vous remercie déjà Oubad Ali Mohamed de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser vous présenter aussi puisque vous représentez donc Airbus Hélicoptère, puisque vous êtes responsable de la mission diversité. Mais je vous donne la parole et je vous laisse vous présenter et ensuite on enchaînera sur vos propos. Merci. Donc je m'appelle Ugbad, je suis en charge de l'inclusion et la diversité au sein d'Airbus Hélicoptère. Et au sein d'Airbus Hélicoptère, on fabrique du coup des hélicoptères. On a 2 sites industriels en France, l'un qui est à Marignane et un autre qui est du coup à PLB, donc Paris-le-Bourget. Tout à fait. Et moi, je suis actuellement sur le site de Donauer en Allemagne. Et donc, je suis ravie de pouvoir être là avec vous. Et je remplace ma collègue Christelle qui, malheureusement, n'a pas pu, qui est en charge de la mission handicap, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Oubad. Alors, première question. Quelle est la stratégie, finalement, en ressources humaines d'Airbus Hélicoptère pour mieux appréhender, finalement, cette question de l'intégration des personnes en situation de handicap dans votre organisation? Alors, il y a Airbus Hélicoptère, mais je crois que sur l'ensemble des divisions d'Airbus, vous avez développé et, on va dire, fait rayonner l'ensemble de cette stratégie. Alors, si vous pouvez nous la développer en quelques mots. Alors, tout à fait. Alors, à Airbus, on a pris des mesures significatives pour favoriser l'inclusion et l'autonomisation des personnes en situation de handicap au sein de notre entreprise. On a vraiment mis l'accent sur leur bien-être et les perspectives. Et on vise vraiment à intégrer l'accessibilité dans tous les domaines du travail pour permettre en fait à chacun de nos employés de contribuer à l'innovation, à la qualité et à l'orientation client en s'assurant que chacun de nos collaborateurs puisse exprimer leur plein potentiel. Alors, il faut savoir que nous, on est au-dessus du seuil réglementaire à sein d'Airbus Hélicoptère qui est de 6%. Du total de nos effectifs, mais depuis 2013 en fait, on remarque en fait qu'on a une croissance qui est continue des effectifs dans ce domaine. Et pour soutenir cette démarche, en fait, ma collègue a mis en place vraiment un écosystème associatif extrêmement solide en collaborant avec des organismes tels que Cap Emploi, l'AGFIPS et des cabinets de recrutement spécialisés. Ces écosystèmes, ils nous ont vraiment fourni des ressources et des outils prêts à l'emploi qui nous ont permis de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi au sein d'Airbus Hélicoptère.
On propose également des programmes dédiés tels que les Duo Day, qui offrent une immersion dans l'entreprise à des personnes en situation de handicap pour leur permettre de découvrir les métiers de l'aéronautique, également leur permettre du coup de networker. Et on participe également en partenariat avec le rectorat, on met en place des programmes destinés aux jeunes qui sont en situation de handicap pour leur permettre d'obtenir des stages et des apprentissages au sein de notre entreprise. Et ces initiatives, elles visent vraiment à la fois à sensibiliser nos collaborateurs, mais également à intégrer et offrir des opportunités à des personnes en situation de handicap. En parallèle de ça, on a mis des processus en place pour faciliter le maintien dans l'emploi, parce que malheureusement, on peut tous acquérir un handicap au cours de notre vie. Et du coup, dans ces cas-là, on a des systèmes de maintien dans l'emploi. Par exemple, ici en Allemagne, on a ce qu'on appelle le Service Factory, qui est un programme qui permet, si on est atteint d'une maladie longue ou si on a eu un accident, de pouvoir petit à petit reprendre un emploi au sein de Airbus, mais du coup, de le reprendre petit à petit en ayant un poste qui soit adapté à nos capacités. Que ce soit sur un temps court ou que ce soit une réassignation de poste. On est vraiment suivi par des ergonomes, par des RH pour la remise en place petit à petit, du coup, la reprise petit à petit de notre travail. Et dans l'ensemble, du coup, notre stratégie, elle vise vraiment, en fait, à pas simplement atteindre des objectifs légaux, mais surtout, en fait, à pousser cette dynamique d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, mais également pour d'autres types de minorités. Et notre idée à nous, c'est vraiment que nous ne formons qu'un et que chacun de nos employés puisse vraiment s'épanouir et obtenir, du coup, le meilleur, donner le meilleur de ce qu'ils peuvent donner, mais également obtenir le meilleur cadre d'emploi possible au sein de Airbus Hélicoptère. Alors, on vous l'avait dit, Oukbad, vous avez dépassé le seuil légal des 6% d'embauche en fait, des personnes en situation de handicap. Le secteur de l'aéronautique, en même temps, est un secteur très exigeant, très technique. Comment, finalement, vous arrivez à pouvoir attirer. Alors déjà, on sait que sur le segment des valides, c'est compliqué, mais alors comment vous faites pour attirer des profils spécifiques liés au handicap sur vos métiers ou en tout cas sur des tâches particulières de certains de vos métiers ? Alors, comme dit, on a plusieurs programmes. Donc, on commence très jeune, c'est-à-dire qu'on a des programmes de stage, d'apprentissage pour nos futurs pipelines. Du coup, on a les programmes de Duo Day, on travaille avec l'AGFIS, on travaille avec Cap Emploi, on travaille avec des cabinets de recrutement spécialisés. Mais on travaille également, on sensibilise également nos managers et on sensibilise également nos recruteurs pour qu'ils soient également pleinement actifs dans cette démarche-là, d'aller chercher des profils qui soient des profils qui nous intéressent. Donc, que ce soit des profils en situation de handicap ou autres. Et donc, ils sont pleinement acteurs de notre campagne. On met également l'accent sur vraiment la sensibilisation même de tous nos collaborateurs parce qu'on pense qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas juste une question pour les RH, mais qui est une question qui est plus globale. Et par exemple, dans le cadre de la semaine européenne du recrutement du coup, pour les personnes en situation de handicap, on a vraiment eu des sessions d'information, des sessions générales d'information, des sessions de awareness ouvertes sur des questions telles que la neurodiversité, telles que le handicap de manière plus générale, telles aussi que l'accessibilité. On essaie de garantir au maximum l'accessibilité. Et ce sont des choses qu'on fournit également tout au long de l'année, mais dans la semaine du handicap, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé des sessions vraiment de manière concentrée. On offre des e-learning tout au long de l'année à nos employés également. Et on travaille aussi avec des employés ressources groupes qui vont venir nous soutenir dans notre politique de recrutement, du coup. Très bien. Et du coup, j'imagine aussi que vous, en tant que grand groupe, vous mettez aussi, j'imagine, à votre service des outils qui sont liés à l'innovation, à la recherche et tout ce qui englobe en général les nouvelles technologies pour peut-être mieux favoriser le maintien dans l'emploi, l'adaptation des postes de travail également. Quels sont les différents outils dans ce registre-là que vous mobilisez Tout à fait. Alors, nous mettons à disposition de nos collaborateurs des appareils, des logiciels pour leur permettre du coup d'avoir une meilleure expérience, d'avoir un meilleur bien-être au travail, mais aussi d'augmenter leur productivité et qu'ils puissent du coup avoir accès à tout. Pour les personnes sourdes et malentendantes, par exemple, on collabore avec Tadeo, qui est un service qui va venir faciliter et optimiser la communication entre personnes entendantes et sourdes ou malentendantes, donc qu'elles s'expriment oralement ou en langue des signes française.
C'est un service qui va également venir inclure la transcription instantanée de la parole en français et en anglais, ainsi que la vision-interprétation, en langue des signes française et anglaise. Et ça, c'est très utile parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le télétravail, ça s'est complètement démocratisé. Du coup, ça permet également de pouvoir rendre ça accessible. On travaille avec Zoom Text également, qui est un logiciel qui va venir permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de pouvoir voir et entendre tout ce qui se passe sur leur écran d'ordinateur. Il va permettre d'accéder à des applications, des documents, des emails, à Internet, et notamment pour les personnes qui souffrent par exemple de glaucome et autres, et ça permet d'élargir par exemple l'écran 36 fois. On a tout un catalogue dans ce cas-là qu'on met à la disposition de nos collaborateurs. Et pour les personnes neurodivergentes, par exemple, on travaille avec Dragon Natural Speaking, qui est un logiciel qui va permettre de reconnaissance vocale, qui permet de retranscrire en texte la parole. Et ce logiciel, il est particulièrement utile pour les personnes qui sont dyslexiques et qui va vraiment venir faciliter leur travail et leur productivité. Nous, on fait également beaucoup d'awareness comme des sessions et beaucoup de communication au sein de l'entreprise pour que les gens sachent que ça existe, pour qu'ils puissent s'auto-déclarer, pour qu'ils puissent avoir accès à nos logiciels. On essaie également d'être toujours à la recherche de nouvelles technologies et de pouvoir les rajouter dans notre catalogue. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas en fait de les mettre dans notre catalogue quand le besoin se fait sentir, mais on essaye de le faire en amont en fait. On se dit ça c'est quelque chose qui pourra être demandé dans le futur, donc déjà on commence à créer des contrats, déjà on commence à les rajouter dans notre catalogue. Donc on essaie d'être vraiment proactif sur cette démarche-là. Et du coup, on a accès à ces différentes choses-là. Après, au-delà de l'accessibilité qui est digitale, on a énormément de logiciels. On a également l'accessibilité de nos sites et de nos bureaux, que ce soit avec des chaises ergonomiques, des casques anti-bruit. Ça, c'est très souvent demandé. Également pour les lumières, pour les personnes qui sont neurodivergentes, on essaye de leur donner accès du coup à ces types de matériel auxquels ils pourraient avoir besoin pour travailler le mieux possible. Et donc, j'imagine, en conclusion, que finalement, vos perspectives pour les prochaines années, c'est déjà, vous avez dépassé le seuil légal, mais c'est en plus de... C'est de continuer. C'est ça, absolument. Et donc, vous avez déjà quelque part des chiffres sur vos perspectives de recrutement ? Alors oui, mais les chiffres sur le handicap, on les partage malheureusement pas en externe. Bon, c'est pour ça que j'aurais tenté. De ne pas rentrer dans les détails. C'est pas des chiffres que l'on partage, mais effectivement, on est au-delà du minimum légal, et depuis 2013, on est en augmentation constante. Donc, on espère continuer sur cette voie-là. Et comme dit, on ne s'arrête pas simplement au recrutement. On essaye vraiment qu'une fois que les personnes soient recrutées, qu'elles puissent continuer à bénéficier des meilleures adaptations possibles. Parce que l'une de nos piliers, de nos valeurs au sein d'Airbus, c'est nous ne sommes qu'un. Et on pense vraiment que chaque personne a sa part à donner en matière d'innovation, en matière de connaissances, en matière de choses à apporter à notre entreprise, à partir du moment où on leur donne les bons outils et on leur permet du coup de pleinement se réaliser. Très bien, merci beaucoup Oukban. On vous retrouvera en tout cas en fin d'émission si des questions vous sont destinées. Merci pour votre contribution. Merci. Et on va passer à un autre binôme tout de suite avec Catherine Petrovic et Yenny Gors qui vont un petit peu nous présenter le fruit de leur collaboration sur ce terrain de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et on va commencer par vous, Catherine. Simplement pour commencer à nous donner quelques chiffres, quelques données précises sur l'emploi et le handicap, évidemment. Si je pouvais avoir la slide, ce serait parfait. Oui, effectivement. Les chiffres clés, vous les voyez, je ne vais pas vous les lire parce que je suis incapable de le faire malgré mes lunettes. Grosso modo, la situation du handicap est complexe parce que il y a beaucoup de... Le taux d'emploi est très faible, hein, c'est environ la moitié par rapport à la situation, la population active en général, et c'est lié ça à beaucoup de stéréotypes qui sont constants dans nos organisations, dans nos groupes, dans la population générale, que les personnes handicapées vont être plus absents, moins performants, etc., etc. Donc c'est toutes ces données-là que je vous montre là, c'est pour mettre en avant. Il y a beaucoup encore de travail à faire sur le handicap, sur la compréhension du handicap. Si vous pouvez me remettre les chiffres, s'il vous plaît. Je ne sais pas beaucoup, mais... Et notamment, nous, on travaille beaucoup sur le handicap psychique. Et le handicap psychique, c'est encore des stéréotypes encore plus forts que le handicap en général.
Ça représente environ 13 millions de personnes, je crois, en France. Le coût économique est de 163 millions, c'est ça? OK. Milliards? OK. Donc voilà, c'est très, très important. Et on voit que le handicap psychique, c'est un handicap souvent invisible. On va le rencontrer, vous en avez forcément chez vos collègues, dans vos équipes avec lesquelles vous travaillez, parce que c'est environ 15% de la population. Donc c'est très important et c'est des valeurs que l'on doit mettre vraiment en regard de nos optimisations dans les organisations pour trouver le moyen de faire en sorte que ces personnes puissent travailler et puissent surtout retrouver la santé grâce au travail. C'est très, très important de savoir, c'est le travail qui permet aussi de retrouver la santé et de faire en sorte que le handicap psychique soit effacé. Voilà, pour être plus performant et aussi pour nos organisations être plus inclusives. Donc ça passe par le recrutement, ça passe par la sensibilisation, ça passe aussi par une plus grande connaissance de ce qu'est le handicap psychique, parce qu'il y a beaucoup de diversité de handicap et le handicap psychique est un prisme très large. Alors on voit effectivement, Catherine, qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur cet axe de handicap psychique. Entre-temps, vous, Siemens, vous avez depuis très longtemps, je crois, depuis au moins une quinzaine d'années, vous êtes très actif sur un dispositif en particulier que vous avez créé et que vous cherchez continuellement à développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je vais vous parler d'une expérience qu'on a créée, qu'on a montée en 2009 chez Siemens, vraiment dédiée au handicap psychique. Nous avions à l'époque deux RH qui étaient particulièrement sensibilisés parce qu'ils avaient des personnes proches qui étaient touchées par ce type de handicap et ils ont souhaité mettre en avant dans l'entreprise cette thématique du handicap psychique qui est un handicap encore plus difficile à adresser dans nos organisations que le handicap en général. Et donc, ils ont travaillé avec l'AGFIP à l'époque pour mettre en place un dispositif que nous avons appelé le Centre Être et Handicap, qui a maintenant 15 ans d'existence. Ce centre, c'est un centre de services partagés. Ce sont des services administratifs. Donc, on a commencé à l'époque avec 3-4 personnes. Moi, je suis arrivée en 2011. Il y avait 7 personnes, dont 2 encadrantes. Actuellement, on est environ une trentaine de collaborateurs. Qui ne sont, c'est pas des temps pleins, mais ce sont des personnes qui sont à temps partiel compte tenu de leur pathologie et de leur besoin aussi de se soigner. Donc, grâce au Centre Être et Handicap, on a pu retravailler sur les services de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des organisations, dans les années 2000, 2005, 2010, on a beaucoup externalisé les services administratifs dits de proximité. On les a mis, je ne sais pas, en Inde, au Portugal, etc. Et du coup, on a aussi beaucoup automatisé nos process, nos organisations. On a sorti des outils digitaux très, très, très lourds au quotidien. Et les équipes qui ont dû travailler sur ces outils, ça leur posait un vrai souci parce que c'est une charge de travail en plus et une manière de fonctionner qu'il faut vraiment étudier tous les jours pour avoir bien dans la tête la façon dont on passe d'un endroit à un autre, d'un onglet à un autre, etc. Et donc, il y avait une véritable perte de productivité des managers, notamment, sur ces services-là. Et grâce au CEH, on a vraiment créé un service de proximité hyper intéressant pour eux parce que nous avons pris en charge des tâches sur des outils métiers que nous avons chez nous qui ont permis de décharger les managers et qui leur permettent dorénavant et depuis maintenant 15 ans de se consacrer à d'autres tâches beaucoup plus productives et qui leur permettent de réaliser leurs objectifs sans se préoccuper d'aller voir comment fonctionne le process pour traiter sa note de frais ou de se rappeler qu'on ne doit pas dépasser le plafond de 25 € pour faire un repas à midi. Donc ça, c'est important pour eux. Donc chez nous, c'est du traitement de notes de frais, du traitement de commandes. Donc on fait depuis la demande d'achat jusqu'à la mise en paiement avec les services comptables. Donc on va effectivement
vraiment avoir tout le prisme collaboratif entre les managers qui nous font leurs demandes, ou les équipes communication, ou enfin n'importe qui nous peut faire une demande d'achat. Et on va aller, nous, avec nos équipes, suivre ce process avec les approbateurs, les documents à saisir dans les outils, les devis. Voilà, en fonction des montants, on a 1, 2, 3, 4 approbateurs. Enfin, tout le monde connaît ça dans les grosses organisations. Et donc, ce sont les équipes du Centre Traité Handicap qui vont suivre toute cette méthodologie, qui vont permettre donc de délivrer un petit peu les managers et les assistantes administratives, surtout, de tâches très, très chronophages et qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Et tout ça, ça a permis à la fois donc d'être très, très important pour les managers. C'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour eux en termes de productivité, mais en termes d'inclusion aussi. On s'est aperçu que c'était un véritable booster de progrès, parce que les managers maintenant savent qu'ils font appel à une équipe de personnes en handicap qui sont au quotidien avec eux depuis 15 ans, qui fonctionnent très bien. Moi, avant, j'allais chercher des missions dans les divisions en France. J'ai même plus besoin de me déplacer. Maintenant, je refuse parce que j'ai pas assez de personnes, ni même assez de place sur mon site pour les accueillir. Donc voilà, on voit vraiment qu'on a une véritable valeur ajoutée et qu'on est très complémentaires dans la façon dont on travaille. En plus, en matière d'inclusion, on ne peut pas faire mieux. Les managers savent que le handicap est là, ils savent qu'on peut travailler avec des personnes en situation de handicap. Ce sont des collègues comme les autres et ils ont des missions très spécifiques, mais ils travaillent vraiment avec eux en véritable symbiose. Et il y a des échanges permanents. Donc voilà, c'est ça qui est important. On a quand même un management très adapté au Centre Traité Handicap. On a des coordinateurs qui permettent effectivement de gérer au quotidien les absences, les petites baisses quelques-uns qui sont quelquefois fatigués. Donc ça, c'est le collectif qui prend en charge des gens qui sont un peu moins en forme, des gens qui sont absents. Et le travail d'équipe permet d'assurer une continuité de service sans faille et qui, depuis 15 ans, fonctionne très bien. Et puis pour les collaborateurs que nous accueillons chez nous, ce sont des collaborateurs issus des AT, eh bien c'est un véritable facteur de progrès pour eux parce qu'ils vont développer des compétences, ils vont apprendre à travailler en équipe. On sait que la maladie isole souvent, donc c'est important aussi qu'on leur propose de travailler en équipe. Ils vont aussi apprendre à collaborer. Ils ont des outils collaboratifs. On a développé ça depuis maintenant la Covid, des outils collaboratifs. Donc on n'est pas tous maintenant sur site. On est aussi en télétravail. Ils font du télétravail jusqu'à 3 jours par semaine en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Et derrière, on va aussi leur permettre de développer de nouvelles compétences qu'on va valider avec des formations et des VAE ou des RAE qui vont permettre d'avoir ça sur son CV et de pouvoir ensuite postuler à des emplois auxquels ils n'auraient jamais pu postuler auparavant parce qu'ils n'avaient effectivement pas validé un certain nombre de compétences qui sont nécessaires maintenant pour trouver un emploi sur le marché du travail. Donc là, les activités que vous voyez là, ce sont des activités qu'on fait très récurrentes. Maintenant, on a des nouvelles. On a une nouvelle activité qui est les bornes électriques. On aide les collaborateurs qui ont des véhicules électriques. Maintenant, chez nous, c'est obligatoire à mettre en place l'organisation de leurs véhicules, de leurs bornes à leur domicile ou trouver des bornes de proximité pour pouvoir aller travailler tous les jours. Et voilà, donc on a tout un tas de petites missions comme ça qui se développent au fur et à mesure du temps et en fonction de notre organisation, de nos besoins, des besoins des managers surtout, on va développer de nouvelles prestations. Merci beaucoup Catherine. On va passer à Yeni parce que Yeni, vous avez créé votre entreprise pour accompagner les entreprises comme Siemens. Alors, fort de cette expérience que vous avez, vous, qu'est-ce que vous identifiez comme grand frein, on va dire, culturel, organisationnel, que les entreprises se mettent finalement pour aller plus vers l'inclusion des personnes en situation de handicap ? Alors je dirais qu'il y en a plusieurs et il y a des freins et pas seulement du fait du blocage des entreprises. Ouais. Voilà, en fait, la complexité que rencontrent souvent les entreprises, c'est déjà les complexités administratives, les démarches administratives, et puis lorsqu'elles vont au-delà des démarches et de la complexité, c'est pouvoir s'appuyer sur les bons acteurs, puisque sur le secteur aujourd'hui, le secteur de l'emploi, que ce soit protégé ou adapté, il y a une multitude d'acteurs et d'acteurs qui font des choses formidables.
Mais vu qu'il y en a de plus en plus et que beaucoup s'évertuent souvent à être dans une certaine spécialité, les entreprises, elles ne savent pas forcément vers qui se tourner pour tel ou tel projet, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en place un projet comme le CEH qui est très spécifique, qui a des besoins bien ciblés. Et donc, c'est aussi ça la difficulté que rencontrent les entreprises. Et puis, il y a les blocages internes, puisque, comme l'a dit Catherine, le handicap, malgré tout, est encore aujourd'hui la plus grande cause de discrimination en France à l'emploi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'on est un peu... c'est une sorte de dualité où effectivement on en parle de plus en plus. C'est de plus en plus présent. Tout le monde sait ce que c'est, par exemple, les handicaps psychiques, la neurodiversité, etc. C'est très ancré. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression qu'on en parle, certes, mais qu'on aime bien, qu'on préfère en tout cas le laisser un peu à distance. Et les entreprises, elles sont aussi... une entreprise, c'est une mini-société, et donc elles vivent tous les mouvements, tout ce qui se passe dans les sociétés aujourd'hui. Et les entreprises, elles doivent faire aussi avec de plus en plus de personnes qui vont oser se déclarer, qui vont... forcément, quand on a plus d'informations, on peut plus aller défendre ses droits. Et en même temps, des managers qui veulent bien faire, mais qui sont un peu démunis, parce que c'est pas forcément si évident. Et donc, pareil, comme l'indiquait tout à l'heure Catherine, le handicap psychique, c'est un petit peu un des parents pauvres du handicap, et notamment des handicaps invisibles, puisque on a tous des représentations, surtout liées avec les images cinématographiques de ce que pourrait être un collègue qui souffre d'un handicap psychique. Et donc là, même si on conçoit que ça existe, même si on l'accepte, il faut aller au-delà et pouvoir accompagner les entreprises, accompagner les managers, accompagner les salariés en situation de handicap et essayer de comprendre comment pouvoir justement faire le lien et adapter le travail à la réalité, puisque la difficulté du handicap psychique, c'est que souvent ce sont des maladies qui ont un côté cyclique, et donc on peut avoir des périodes où on est très bien et des périodes où on l'est un peu moins. Et c'est là aussi où ça nécessite que les managers soient très bienveillants, qui soient en capacité d'adapter le travail. Oui. Et alors, dans les outils que vous proposez en termes d'accompagnement, j'imagine qu'il y a bien sûr de l'acculturation, de la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a aussi de la formation? Parce que vous parliez des managers, tout le monde aimerait peut-être mettre en place des dispositifs avec de l'attention, de la bienveillance, mais ça ne s'improvise pas. C'est un public particulier auquel il faut quand même moduler ses approches. Quelles sont la palette, un petit peu, en quelques mots rapides, d'outils que vous proposez à ces managers? En fait, oui, il y a de la sensibilisation, mais moi, je suis toujours beaucoup plus du côté du concret que entre guillemets, de la communication. Et plutôt que d'expliquer ce que pourrait être le handicap psychique, dans l'accompagnement que l'on peut proposer aux entreprises, c'est plutôt de les amener vers et de côtoyer le handicap de près. Et donc, justement, j'ai par exemple l'occasion de pouvoir accompagner les entreprises à visiter des initiatives qui existent et qu'il faut mettre en avant pour que ce soit une réalité concrète et une réalité aussi de la performance que cela peut être. Et donc c'est arrivé notamment avec la fondation Amipi également que j'accompagne. L'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire il y a des acteurs qui font des choses très pertinentes. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont au travail et qui sont concernées. Et donc, ceux que ça intéresse, il y a beaucoup d'initiatives qu'il faut aller voir et il faut aller parler avec les personnes concernées elles-mêmes, avec leurs managers, avec les équipes qui les encadrent, comme Catherine chez Siemens. Et à chaque fois que, dans le cadre du projet Nouveaux Collègues, on a fait visiter le centre Être Handicap,
à chaque fois, ça fait la différence. Parce qu'ils voient bien que les personnes concernées, ce sont des personnes comme vous et moi. C'est juste que par moment, elles vont avoir des petits moments de moins bien. Mais ce sont des vrais experts, des vrais professionnels. Et quelque chose que l'on a tendance à oublier, contrairement à d'autres types de handicap. Le handicap psychique n'affecte pas du tout les compétences d'origine. Et beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques ont eu, avant que les troubles se déclarent, des professions, des diplômes, des métiers qui sont équivalents à ce que l'on peut avoir, sauf que c'est plus leur confiance en soi qui va être concernée. Voilà. Tout à fait. Et alors, quelles sont les avancées, puisque vous collaborez toutes les deux ensemble sur ce projet inclusif, les nouveaux collègues, quelles avancées vous avez pu constater ces dernières années ? Alors justement, l'objectif du projet Nouveaux Collègues, c'est un petit peu la suite du CEH, parce que Catherine l'a dit, elle a beaucoup de demandes, un peu moins de place aussi. Et puis l'objectif dès le début du projet du CEH, c'était d'utiliser ce projet comme un terrain d'expérimentation, de formation, de travail en collaboration, et surtout d'aller chercher d'autres entreprises, de convaincre d'autres entreprises que ça marchait. Et donc aujourd'hui, j'accompagne notamment le groupe Siemens pour aller chercher d'autres entreprises, les amener à voir et les amener à réaliser que ces personnes-là, finalement, elles sont tout aussi compétentes, voire plus que les autres. Donc, l'objectif de Nouveaux Collègues, c'est vraiment d'unir les forces d'entreprises qui ont envie d'agir de façon très concrète, avec un impact, et de se dire, voilà, on va permettre l'emploi de personnes en situation de handicap psychique. L'avantage du projet, c'est d'aller encore plus loin que le CEH, pour les personnes elles-mêmes, puisque dans le cadre du CEH, les personnes, elles ont un statut de travailleur des AT mis à disposition. Là, l'idée du groupement d'employeurs, qui est Nouveaux Collègues, c'est justement de créer une association qui pourra recruter, proposer de l'emploi en milieu ordinaire à ces mêmes personnes qui auront progressé et gagné en confiance, que ce soit des CDD ou des CDI. C'est aussi une équipe avec une très grande expertise et donc des managers qui seront déjà avertis et bien formés de ce que sont les troubles psychiques et les conséquences au travail. Et puis c'est des managers aussi qui pourront accueillir les managers des entreprises membres, mais aussi de toute entreprise qui aurait envie de s'intéresser au sujet, de se former, de passer un petit peu de temps aussi pour se rendre compte de façon très concrète. Et puis, l'avantage de Nouveaux Collègues, c'est aussi de permettre aussi une solution, peut-être pour travailler sur le maintien dans l'emploi et éviter que dans certaines entreprises, certaines personnes qui ont des troubles psychiques, qui ne sont pas encore des handicaps psychiques, puissent peut-être avoir un moment de répit et prendre un temps pour venir travailler dans le cadre peut-être des missions du CEH, de Nouveaux Collègues, plutôt que de prendre le risque qu'il y ait une rupture dans l'emploi après. Alors, vous l'avez dit, en termes de résultats, vous êtes débordé de demandes, donc c'est déjà un bon signe. Néanmoins, comme autre, on va dire, résultats notables que vous pouvez voir avec ce projet, quels sont-ils particulièrement ? Alors, au niveau de l'entreprise, bien entendu, on va parler de la marque employeur, évidemment, puisqu'on se projette largement sur ce projet depuis longtemps, donc on en parle beaucoup. C'est pour ça qu'aussi les Nouveaux Collègues sont arrivés, parce qu'on nous a demandé un petit peu d'en faire plus et d'aller plus loin. Et puis, des résultats très positifs aussi en termes d'inclusion. Là, le CEH va accueillir à terme des managers d'autres groupes, d'autres entreprises, pour un peu les certifier, entre guillemets, sur le management inclusif, et notamment le management de personnes en situation de handicap psychique. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est la fierté des équipes qui font appel à des personnes qui ont du mal à trouver un emploi, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient comme eux, leurs nouveaux collègues. Très bien. Vous vouliez peut-être ajouter
Quelque chose sur les résultats, Yéni? Oui, simplement aussi que Nouveaux Collègues, c'est le moyen de montrer que les entreprises peuvent se mobiliser de façon concrète, main dans la main, même dans le même secteur d'activité. Même en situation de concurrence. Voilà, sans concurrence. Et ça, c'est très important. Et dans le groupement, il va y avoir par exemple des entreprises de luxe, mais il y aura aussi des entreprises qui viennent d'un monde complètement différent. Et notre objectif, c'est, je dirais, avec audace, de transformer à terme toute la société, puisque si on montre que les personnes ayant un handicap psychique peuvent être utiles, performants et travailler aussi bien dans des entreprises de luxe, mais quelques mois après pour des entreprises de l'agroalimentaire, de la technologie, etc., ça montre bien qu'ils ont leur place partout et qu'ils sont compétents dans tous les domaines. Et quelque part, vous misez aussi sur la transversalité des compétences qui, finalement, dépassent le cadre des secteurs industriels, économiques dans lesquels elles sont finalement intégrées. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi, je pense, un super résultat. Et je pense que ce que vous mettez en place comme structure permet justement de développer les capacités, les aptitudes de ces personnes. Oui, exactement. Les centres de services partagés, c'est exactement ça. C'est administratif, mais on va développer tout ce qui est l'IA aussi, tout ce qui est beaucoup plus numérique maintenant, parce que c'est des besoins qui commencent à arriver. Donc on commence à travailler dessus. Ouais. Avec les nouveaux collègues, on va pouvoir développer de nouvelles prestations, de nouvelles missions. Et donc voilà, on espère pouvoir aller encore plus loin. Très bien. Oui, il y a une toute petite précision. Oui. C'est qu'un des avantages aussi et du résultat à terme de l'initiative de Nouveaux Collègues, c'est d'apporter également une solution de transformation à tous les acteurs du secteur qui doivent se transformer, qui sont aujourd'hui de façon réglementaire obligés à amener de plus en plus de personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire. Sauf que c'est compliqué parce qu'il faut savoir travailler avec les entreprises, il faut savoir se rendre disponible, parler la même langue, etc. Et là, Nouveaux Collègues, c'est aussi une structure qui, du coup, va faire ce travail-là d'identification des bons acteurs pour les bonnes entreprises par rapport aux missions. Donc, c'est faciliter aussi cette transformation et l'accès et la collaboration entre le secteur du travail adapté et les entreprises du milieu ordinaire. Et vous participez à lancer une dynamique plus globale pour embarquer en fait tous les autres acteurs. C'est ça, voilà. Une grande coopérative. Absolument. Et d'une dynamique à une autre, on va passer à la vôtre, Nicole Bardot, pour simplement vous nous expliquer à travers votre association comment vous participez aussi à favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans cet univers du travail. Alors nous, on commence beaucoup plus tôt. Donc très bien. On s'est créé il y a 16 ans maintenant. On a été agréé assez rapidement parce que ce qu'il fallait, c'était la formation, l'information. Alors c'est génial parce que je vais revenir sur tout ce que vous avez dit tous. Alors, on l'a pas fait exprès, mais alors qu'est-ce que c'est bien. Donc on a commencé par se faire labelliser au niveau Fête de la Science parce qu'il y avait un déficit d'information qui était terrible, avec un archaïsme. Voilà. Je vais être très critique vis-à-vis de la France, mais c'est vrai que côté d'autres pays, c'est un peu compliqué. Après, on a été agréé par l'Agence régionale de santé qui nous a suivis pour l'aide au diagnostic. Et puis, on a commencé à travailler avec les Québécois parce qu'on s'est dit que les Québécois, c'était peut-être une solution dans la mesure où ils ont une ouverture d'esprit qui a été de force par leur histoire, mais... Eh bien, figurez-vous qu'en juin dernier, 16 ans après, au ministère de la Santé, on a entendu la même chose que ce qu'on disait 16 ans avant. Donc, on s'est dit qu'on était sur la bonne voie. Et la problématique que nous avons par rapport aux échanges qui viennent de passer, c'est vraiment une problématique qui commence à l'école. Et c'est pour ça que nous, on est à la fois aide au diagnostic et aide à la compensation, parce que on est dans une situation actuellement où, et je pense que je vais dire un gros mot, l'ergonomie des apprentissages, quels qu'ils soient, c'est ce que vous avez dit avant, c'est dramatique. Effectivement, quelqu'un qui a des troubles neurovisuels, qui ne voit pas dans certaines couleurs, enfin, un daltonien, quel que soit, ou un dyschromatopsique, quand on lui donne tous les jours des supports qui ne correspondent pas à sa vision,
Et pour le récupérer après en apprentissage en entreprise, alors qu'on l'a cassé pendant 10 ans, c'est pas de la tarte. Alors, effectivement, nous, cette aide au diagnostic au départ, puis après le suivi que nous avons avec Cap Emploi, la formation continue des MFR et la transversalité, si on peut accompagner un jeune, si les bons outils sont mis en place une fois que le diagnostic est fait, on a fait 90% du boulot. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne tellement que c'est magique. C'est un peu comme chez vous. Hein. Donc j'en arrive même à me poser la question, comment on peut être dans un fonctionnement où on continue pendant des années à faire marcher un système avec des outils qui ne fonctionnent pas. Enfin, bon, on va pas faire de politique parce qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, mais on en arrive quand même là. Non, c'est quand même la problématique. Effectivement, ce qui m'a fait très plaisir, c'est d'entendre que chez Airbus, oui, le logiciel Dragon, les problèmes de dyslexie, ils en tiennent compte. Et à l'époque de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec des outils qui pourraient vraiment faire des miracles. La différence, mais on ne les utilise pas. Donc, là, il y a vraiment question à se poser. Donc, on est complètement atypique. On est les seuls sur l'Aquitaine, sur le Nord-Aquitaine. On est sur des secteurs qui sont très, très, très paupérisés au niveau des ressources humaines, surtout dans tout ce qui est médecin. Hein, donc, une désertification médicale, un éloignement de plein de choses. Donc, on est loin des diagnostics. Donc on était à la fois pompiers, gendarmes, on a le mauvais rôle, on défend les familles et après il y a les comorbidités. Et si on a des problèmes psychiques par-dessus, parce que vous pouvez avoir 2 types de maladies, eh bien c'est très très compliqué. Mais moi j'en suis arrivée à la conclusion que c'est notre société qui fabrique du handicap à partir d'un petit handicap, parce qu'au lieu d'avoir la bonne ergonomie, on aggrave la situation en s'obstinant avec les mauvais outils. Donc ça, c'est ma conclusion. Mais ça a commencé à m'étouffer, là, donc c'est bien. Au moins, c'est sorti. Au moins, c'est sorti. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, vous aussi, vous intervenez aux côtés d'entreprises, Naval Group, Schneider Electric, par exemple. Comment s'illustre un petit peu votre collaboration avec ces entreprises ? Alors, cette collaboration se fait toujours au coup par coup. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est quand tout le monde comprend la problématique et tout le monde est autour de la table. On a eu un exemple vraiment chez Schneider exemplaire d'un jeune qui avait beaucoup souffert pendant l'école, qui avait fait des cours et des cours et des cours. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il avait une vraie douance dans tout ce qui était rangement organisationnel. Et donc, ils ont décidé de lui faire passer un bac pro. Donc ce bac pro s'est très bien passé, il avait des notes professionnelles du tonnerre. Seulement, il fallait qu'il passe un examen en français et en histoire-géographie. Et là, il a eu une note éliminatoire parce qu'il n'a pas été capable de remplir sa copie. Donc on s'est tous mis autour de la table et on a trouvé les solutions. La solution, c'est qu'il y voyait bien, blanc sur fond noir. On est en bac pro. Donc à 18 ans, on s'est rendu compte qu'il avait un trouble neurovisuel qui faisait que de jour comme de nuit, il était mieux pour lire blanc sur fond noir. Donc Schneider a fait appel aux AGFIP, on a eu l'ordinateur, on a posé le diagnostic, on a aidé tout ce qu'on pouvait. Et puis les enseignants dans la spécialité ont dit on va faire tout ce qu'il faut. Et puis là, on a trouvé d'autres solutions, c'est-à-dire qu'au lieu de lui donner Voyage en Italie de Jean Giono à lire sur un livre de poche qui lui arrachait les yeux, je lui ai fait voir Le Hussard sur le toit, je lui ai raconté que Giono était parti avec la belle-sœur et le beau-frère en 2 chevaux en Italie, on a refait le parcours via Michelin, on lui a donné une culture générale sur les connaissances de ce qui avait été vu en Italie, et il a eu accès à la culture. Il a eu en français avec Jean Giono. Donc, je reviens sur ce que je disais. Si on se met tous autour de la table, qu'on trouve les bons outils, c'est comme le couteau suisse.
au lieu de refiler un livre de poche à quelqu'un qui a toujours eu des difficultés de lecture et d'écriture parce que c'était mal automatisé, eh ben, on peut le faire accéder à cette culture. Mais il faut le vouloir et il faut avoir les bons outils. Donc je pense qu'aujourd'hui, que le plus gros problème que nous ayons, c'est l'ergonomie. Et une ergonomie à l'anglo-saxonne. Parce que le français met un individu dans un milieu qui devrait, en gros, fonctionner pour 70% des personnes, et on essaie de l'adapter pour l'individu qui n'est pas comme les autres. Alors que les anglo-saxons vont mettre l'individu au centre de l'ergonomie et lui trouver les outils tout de suite qui vont lui permettre de mettre en place des choses. Et ça, honnêtement, ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit rattrapable dans notre pays, parce que c'est vraiment une question d'inverser la logique. Et si les entreprises comprenaient que la première chose à faire, c'est l'ergonomie, je pense qu'on aurait fait un énorme progrès. Voilà. Donc finalement, dans les outils que vous mettez à disposition des entreprises, finalement, vous, ce que vous retenez, c'est d'abord la force du collaboratif. Ah bah oui. Avant toute chose. Hein. Avant toute chose. Et puis que tout le monde arrête de se fâcher, de brandir des neurobites. Oui. Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que l'expérience qu'on a eue, c'est qu'en fait, les gens ne font que ce qu'ils veulent. Et donc, ils n'apprennent que ce qu'ils ont la possibilité, par maturité successive, d'apprendre. Et en fait, la psychologie mimétique, elle découle aussi d'observations qui ont eu lieu en 1995 à Parme. C'était un macaque sur lequel on mettait un PET scan et on regardait comment son cerveau fonctionnait quand il mangeait. Puis arrive le pizza-yo avec la pizza et les chercheurs se mettent à déjeuner et simplement ils entendent bip bip sur l'écran. Et ils vont voir, ils observent que le macaque qui les regarde fixement, son cerveau fonctionne de la même façon que s'il lui-même mangeait. Après, ils ont fait ça avec un pianiste qui regarde un autre pianiste jouer. Donc il y en a un qui joue pas, il y en a un qui joue. Ils mettent les deux PET scans et ils voient que ça fonctionne à peu près de la même façon. Puis après, ils prennent un non-pianiste et là, ils voient que ça marche pas. C'est pour ça que le cerveau fonctionne par paliers. Et si vous rendez les organisations vraiment apprenantes, et ce que vous dites sur la personne... Pour moi, je vois tout de suite, qu'ils soient anglo-saxons ou pas. Je pense qu'en revanche, en France, on est capable de faire bouger les lignes, à la condition qu'on voit bien que les gens vont choisir eux-mêmes les modèles apprenants. Et donc, ils vont choisir... Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, chez Airbus, est très intéressant, parce que vous faites des boîtes à outils et les gens vont les servir, c'est ça ? Sur quoi? Sur le catalogue? Oui, le catalogue, les gens, c'est une boîte à outils où les gens vont aller se servir en fonction de leurs besoins. Et vous les anticipez puisque vous prenez les nouveaux moyens, quoi. Pas à 100%, dans le sens où quand on fait un onboarding et qu'on a une personne qui est en situation de handicap, on regarde c'est quoi ses besoins et ensuite on lui fournit les outils. Mais pour le reste des personnes, on met effectivement en place un catalogue, on explique un peu voilà, si vous pouvez avoir accès à ça si vous en avez besoin, dans le cadre où ils ont une reconnaissance RQTH. Et ils peuvent du coup, une fois qu'eux on se dit par exemple ça marche pas avec ce logiciel-là marche mieux, on le met en place dans le suivi. Mais généralement, ça dépend des situations, mais généralement, on sait quel outil la personne va utiliser au stade de l'onboarding parce qu'on a déjà commencé à discuter avec eux et à travailler avec eux pour savoir qu'est-ce qui leur fonctionnera le mieux pour eux. Quelqu'un l'a dit, mais le vrai handicap, c'est la solitude. Et la personne qui a un handicap a besoin d'être accompagnée comme vous le faites là tout de suite. Oui, on est entièrement d'accord. Vous avez un petit message encore, Nicole, par rapport à votre expérience à apporter aux entreprises qui aimeraient aussi se faire accompagner et à qui vous pourriez proposer justement des aides, des conseils, des collaborations pour avancer un petit peu sur ce sujet ? Le message, on l'a déjà entendu, là, c'est la transversalité. C'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une collaboration transversale, si chacun reste dans son château fort, avec son savoir, dans sa spécialité, ça ne peut pas fonctionner. Donc, effectivement, si tout le monde y met de la bonne volonté, si on a les bons outils, et si effectivement on apprend... Alors, moi, j'ai 25 ans de chirurgie dans les pattes, je sais qu'un bon chirurgien, il doit d'abord être celui qui tient l'aspirateur. Parce qu'on est des macaques, il ne faut pas rêver. Donc, en voyant faire, on apprend.
Et ça, on ne se Le donne pas la mimétisme. peine. Tout à Donc, fait. ce mimétisme, Ouais. c'est prouvé Tout scientifiquement. à fait. La plasticité cérébrale, cerveau. c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Et la transversalité, on essaye quelque chose, ça fonctionne pas, c'est pas dramatique, on essaye avec un autre outil. Et on apprend à la personne à se connaître elle-même et à trouver tous ensemble ce qu'il faut. Si on le met en échec continuellement, C'est sûr. ça nous coûte, nous, contribuables, quelque chose de colossal, ça détruit la personne Ouais. et, la à la société fin, aussi. et la société aussi, parce qu'il n'y a rien qui est cohérent. Donc on commence déjà tout petit. Enfin, moi, je vois un gaucher de fin d'année qui a des troubles neurodéveloppementaux, mais c'est même pas la peine, et si en plus il est grand prématuré, c'est même pas la peine qu'il aille à l'école. Parce que de toutes les façons, on lui laissera pas le temps de récupérer, on lui laissera pas le temps physiologique de se développer. Ce sera que contrarié. Il n'y a rien qui ne fonctionnera. Pourquoi ? Parce qu'il faut un peu plus de temps, il faut sûr. des outils différents, il faut un petit peu d'inventivité, puis essayer quelque chose, et puis si ça ne marche pas, puis c'est pas un déshonneur de demander au voisin. Sûrement Dire, pas. bon là j'ai essayé ça, si on essayait, comme vous devez essayer plusieurs postes, et la personne va se sentir mieux sur un poste que sur un autre. Mais c'est elle qui apprend. À la fin, c'est toujours elle qui apprendra, absolument, à condition qu'on lui donne les bons outils, qu'on ne le mette pas en échec continuellement. Avec, voilà. Et les bons modèles. Aussi. Et les bons modèles. Quentin voulait juste vous répondre aussi là-dessus, Nicole. Donc nous, on intervient effectivement surtout sur des personnes adultes. Hein. Donc nous, les personnes arrivent et il y a des tests dès le démarrage, dès l'entretien d'embauche. Donc il y a un test d'entretien d'embauche assez classique. Et il y a des tests psychogestuels qu'on fait faire à l'ensemble des opérateurs pour effectivement faire un diagnostic. Parce que nous, on ne regarde pas le dossier médical, hein, mais on fait des tests psychogestuels pour voir effectivement le meilleur poste d'entrée pour très vite mettre la personne en situation de réussite. Hein, pour des parcours où les personnes, effectivement, parcours scolaire ou parcours de vie assez chaotiques, c'est important que le premier poste soit un poste de réussite. Et par exemple, on vient repérer sur des tests psychogestuels si les gens repèrent bien le 3D ou le 2D, les problèmes de lecture ou les problèmes... voilà. Donc l'ensemble de nos modes opératoires, c'est pareil, sont à la fois écrits, parce qu'on est dans une norme automobile où là, il faut que ça soit écrit, mais à la fois tout est visuel par photo, avec des choses très très simples, hein, des go, no go, ok, non ok, voilà, très basiques. Et alors ce qui est hyper intéressant quand on fait de l'insertion dans les entreprises adaptées, c'est qu'on nous demande, au-delà de l'accompagnement de la personne, d'accompagner aussi le process et le mode opératoire. Et quand on arrive avec du visuel, là où il y avait 4 pages écrites avant, c'est l'ensemble de la société, rien à voir avec le handicap, hein, qui nous disent merci. Parce qu'effectivement, les gens, et ça c'est un gros tabou dans les entreprises, c'est que la plupart des modes opératoires, de postes de travail sont écrits, et si on essaye de les lire, donc déjà personne ne les lit, et puis deuxièmement, si on essaye de les lire, généralement on ne sait pas fabriquer. Et donc c'est hyper important aussi de passer, et comme vous dites, par des repères. Il y a des gens aussi qui ont du mal à passer du 2D au 3D. Hein, donc nous, on est obligé de découper des pièces et de mettre des pièces modèles sur les postes de travail. Et voilà comment on adapte l'ensemble d'un mode opératoire. Et pareil, un mode opératoire, c'est un enchaînement de tâches, hein, mais on peut le décomposer. Et par exemple, une personne va pouvoir faire les premiers jours que 30% du mode opératoire, et puis donner à un voisin la suite, et puis ainsi de suite. Une fois que la mémorisation est faite et que c'est maîtrisé, et ben on enchaîne, et puis on fait 50%, puis on arrive à 100% du mode opératoire. Mais effectivement, on a un diagnostic, nous, dès le démarrage, pour voir quel est le poste le plus adéquat, et après, le parcours se fait. Et effectivement, nous on est assez humble, hein, et on s'entoure donc de scientifiques pour pouvoir travailler avec nous. Et donc là, les derniers travaux scientifiques qu'on a fait, c'est avec une chercheuse américano-suisse, et on a travaillé sur le système de mémoire pour voir effectivement à quel moment de l'apprentissage la mémoire était la plus efficiente. Est-ce que c'était au démarrage de l'apprentissage dans les premiers jours, avec cette nouveauté? Est-ce que c'était au bout de quelques mois, etc. Et donc on avait eu des travaux scientifiques par rapport à ça qui vont paraître prochainement. C'est publié. C'est publié dans un magazine scientifique. Et donc c'est des travaux qu'on a fait sur le système de mémoire, et pour vraiment favoriser aussi l'apprentissage. Merci à toutes et à tous pour ces premiers échanges. Et avant de conclure cette table ronde et de laisser la place aux questions de notre auditoire, je voulais aussi
vous poser une question, parce qu'on ne l'a pas forcément abordée, mais c'est aussi une question essentielle pour pousser les entreprises à inclure plus de ces profils liés au handicap. C'est la performance aussi économique de ces organisations, parce qu'on l'oublie. Chaque fois qu'une organisation, qu'une entreprise finalement se met à aller sur le chemin de la diversité et à intégrer des personnes en situation de handicap, son chiffre d'affaires aussi augmente. Enfin, ce n'est pas incompatible avec la performance économique. Alors, Jean-Marc, vous, sur vos 6 usines, si vous en avez inauguré une nouvelle la semaine dernière, en pleine semaine de l'industrie, c'est parce que votre modèle économique aussi est favorisé par la réussite des précédentes. Oui, mais quand même, par rapport à la problématique, on pourrait faire mais largement mieux. En faisant quoi? On a démontré que le coût global du travail, et ce n'est pas une fois, 2 fois, c'est 4 fois plus performant que le coût global du non-travail. Une personne qui ne travaille pas en France, ça coûte 30 000 euros. Une personne qui travaille dans notre modèle va rapporter à la collectivité 10 000 euros. Je suis désolé d'être basique, mais... Non, mais c'est important comme chiffre. Vous voyez bien, il y a une problématique française actuelle. C'est 2 tiers contre, on va dire ça comme ça, contre 1 tiers. Donc on n'arrive pas à s'unir. Alors qu'en fait, le travail, s'il est apprentissage, c'est un fabuleux moyen de recréer une unité au niveau d'un pays comme le nôtre. Et forcément, l'inclusion est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous, on vient d'une famille très durement touchée par le handicap au travers des générations. Et c'était autrefois les enfants cachés. Pourquoi? Parce que c'était l'opprobre sur toute la famille quand il y avait des handicaps qui ne s'expliquaient pas. La science a permis d'expliquer les quantités d'origine et de montrer qu'en fait, c'est un sujet banal qu'il faut traiter, mais avec sérieux. Pas simplement... Vous voyez, nous, on n'est pas des ambulanciers. On crée 15 millions d'euros de valeur ajoutée, 30 millions de chiffre d'affaires, 15 millions d'euros de valeur ajoutée. Mais notre modèle, par l'inclusion, en entrée et en sortie, permet d'éviter 20 millions d'euros de dépenses publiques. Alors, pourquoi ce modèle n'est pas développé en France? Ça, c'est vraiment un point d'interrogation. Et parfois, on se demande, mais l'enseignement, c'est fait pour les professeurs ou c'est fait pour les élèves? Vous voyez, la médecine, c'est fait pour les médecins ou c'est fait pour les patients? Donc, on se pose quand même les questions sur les finalités de tout ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens restent un peu dans leur silo. Et j'ai adoré l'échange d'aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on a tous les moyens aujourd'hui d'apaiser les choses, de remettre... Vous dites un truc qui est très juste. Avec la psychologie mimétique, vous découvrez un truc, c'est le bouc émissaire. Vous avez un problème, il est satellisé quelque part. Forcément, le responsable, il n'est jamais dans la salle. Et nous, on s'est mis une discipline de ne jamais désigner des boucs émissaires. Et donc, quand il y a un problème, celui qui a un peu l'autorité va dire je fais partie du problème. Et puis, vous allez voir, le problème va réapparaître, va redescendre au milieu de l'Assemblée. Et chacun va prendre sa part. Et comme vous l'avez très bien dit, le problème va être traité. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'il faut écouter les scientifiques. Ils ont des choses à nous dire. D'autant plus que leur temps est souvent très court. Le temps des mentalités est très, très, très long. Donc il faut écouter les scientifiques un peu plus que ce qu'on fait. Merci beaucoup Jean-Marc. Et il nous reste 7 minutes qu'on vous donne là pour nous poser des questions, si vous en avez, à nos invités. Et on pourra faire circuler un micro au cas où, s'il y en a un, pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Comme je sais qu'en plus on a nos référents handicap de nos écoles qui sont là. Allez, une question. Bonjour, déjà, donc, je suis Fanny Guignard, je suis la responsable de la mission Inclusion, Diversité, Égalité à l'école des Mines d'Alès. Je suis ravie d'être là et je vous remercie pour la richesse de ce débat, de ces éléments que vous avez apportés. Je trouvais ça très riche et très rassurant. Ça fait beaucoup de bien de l'entendre et de voir qu'il y a des possibles et qu'il y a des personnes autour qui mettent tout en œuvre pour les réaliser. Une question, c'est depuis combien de temps chez Siemens vous avez démarré ce type de fonctionnement, de processus et voilà, depuis combien de temps vous êtes sur ces notions-là? Merci. Alors, chez Siemens, en fait, la diversité, l'inclusion, c'est un peu dans notre ADN. On est un groupe
dimension mondiale et on n'est fait que de diversité chez nous. Hein. Alors le handicap est très présent dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, etc. Et ils impulsent chez nous en permanence voilà, des idées, des bonnes pratiques, etc. Nous, on a au moins une fois par mois un call avec le Corp, avec les bonnes pratiques du groupe qui nous permettent aussi de faire avancer les choses. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. On apprend des autres en permanence. En France, on a commencé notre premier accord handicap en 2006. Et donc depuis, voilà, on est sous accord, fin d'accord cette année, c'est la dernière année où on peut être sous accord. Et donc la politique handicap, elle a progressé à petits pas. On est dans un milieu industriel, beaucoup de techniciens de maintenance qui vont sur site, etc. Donc le handicap est difficile à adresser aussi au niveau de ces techniciens parce qu'ils ont des métiers très pénibles et très difficiles. Maintenant, on a des outils. On a pris qu'on appelle ça des appareils qui aident les personnes à lever des exosquelettes. Des exosquelettes, tout à fait. Donc on en a quelques-uns qui sont mis à disposition sur des techniciens qui ont déjà un parcours chez nous et qui ont développé une maladie ou des TMS chez nous et qui ont besoin d'aide parce qu'on souhaite absolument les garder. Donc il y a moyen de faire quelque chose. C'est encore des outils qui sont un peu difficiles à utiliser, mais ça commence à venir et donc on espère qu'on pourra faire toujours mieux. Voilà. Mais voilà, on a une politique handicap effectivement dans le groupe qui est assez développée et on est porté aussi par le Corp qui nous aide beaucoup sur ces sujets-là et par toutes les bonnes pratiques qu'on partage aussi dans les associations avec lesquelles on travaille, particulièrement le manifeste inclusion. Là, on a ouvert un collectif cette année qui s'appelle le collectif Neurodiversité, qui a commencé en février, dont on est membre fondateur. Et on va commencer à travailler effectivement au plus proche des équipes pour parler de neurodiversité. J'étais sur un webinaire neurodiversité avec Atipi Conseil ce matin. Donc voilà, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup et sur lesquels on va continuer à travailler parce que avec tous les risques en santé mentale que l'on commence à rencontrer dans nos équipes, ça devient un sujet extrêmement important à traiter. Merci Catherine. Y a-t-il encore une dernière question ? Non ? Alors je vous propose que nous clôturions cette table ronde en applaudissant tous nos invités pour leur contribution.